Rachel au bord de la rivière. Sur ses tempes, je regarde couler le filet de sueur. Je les essuie du bord de mon tablier. La bouche de Rachel est entr'ouverte. Un filet de salive s'en échappe. Ses grands yeux fixes sont comme deux mares. Elle respire doucement. Sa mère s'est écartée et j'ai pris la jeune fille entre mes bras comme un tout petit enfant. Je suis infirmière. La femme est-elle rassurée par cette affirmation que rien ne prouve? Mais je ne peux pas dire « je suis sorcière ». Le médecin me laisse faire, il sait mieux que moi la vanité de nos titres, de nos diplômes et de nos connaissances dans ce wagon où tout nous manque. Pourtant, le charme du mot a opéré. Ceux qui m'ont entendu se calment soudain. À l'autre bout du wagon, Nicaise et Désirée, Suzanne aussi, suivent mes gestes d'un regard intense. Je leur souris une dernière fois avant de me repencher sur le visage de Rachel. Je suis infirmière, je suis Sidonie, l'infirmière d'Agénor. Agénor est bon. Agénor est le maître de l'air et de l'eau. Il est la lumière dans le noir. Ma voix est un souffle à l'oreille de Rachel. Personne ne m'entend. Et elle, m'entend-elle? Rachel, petite Rachel, Agénor et Marie sont penchés sur toi. Ils sont la vie et tu vas vivre. Ils sont les forces de l'amour et de la haine qui vont couler en toi, indissociables. Jamais l'une n'arrive sans l'autre. Tu dois haïr la mort et ce wagon et l'obscurité et la sécheresse. Tu dois haïr pour aimer et pour vivre. Tu sais, Agénor est un arbre gigantesque et comme toi, il a besoin d'eau. Marie fait couler cette eau d'amour et de haine à ses pieds, inonde ses feuilles d'une pluie fine et douce, que l'arbre puisse s'enraciner plus loin encore et que ses branches puissent s'élever plus haut encore. Je ne sais pas d'où me vient cette théologie étrange, ce sont plutôt des images qui défilent entre mon regard et le visage moite de la malade. Rachel est sans doute juive, Agénor ou Marie, elle ne les connaît pas plus l'un que l'autre, pas plus qu'elle ne connaît mon visage sombre et ma voix claire. Elle connaît sans doute un autre Dieu que je ne connais pas, d'autres mots, d'autres paroles que j'ignore. Mais ni Marie ni Agénor ne font le tri. Je ne sais pas si Rachel m'entend, mais je sais que mes images pénètrent en elle. Pourtant, je ne suis pas assez forte. Un mouvement, un frôlement imperceptible me fait tourner la tête et abandonner le visage de Rachel. Suzanne se lève, elle va au soupirail et doucement ramène la tasse de terre cuite. Elle me regarde en renversant le récipient pour me dire sans un mot qu'il est vide. Comment Suzanne a-t-elle pu entendre que ma mélopée parlait d'eau, d'onde et d'ondée? Heureusement, ni Rachel ni moi n'avons besoin de cette eau-là. L'eau de la montagne est bien plus fraîche, bien plus limpide, bien plus vive. Elle est de même nature que celle qui coule au pied d'Agénor, de son arbre divin magique, africain, dont les racines et la ramure traversent les océans pour protéger mon île et se nourrir de sa terre, et la couvrir de son ombre lumineuse. Le baobab sacré, l'eau de la montagne nettoie les rues, les êtres, la pierre, la terre humaine. La vie, la vraie, est faite de petites choses colorées et bruyantes, sans importance en apparence. Les belles petites fontaines de Sainte-Pierre, creusées dans l'angle des maisons ou dans les murs épais qui bordent les boulevards et les jardins publics. Regarde, regarde Rachel, les fils d'eau brillants qui jaillissent des gueules des lions de pierre et l'eau de la Roxelane. Toutes les lavandières de Saint-Pierre se retrouvent au bord de la rivière. J'aime les regarder, écouter la Roxelane couler, chanter au rythme de leurs cris, de leurs conversations animées et criardes avec les passants accoudés aux garde-fous au-dessus d'elles. Vers midi, les marchandes ambulantes commencent à circuler. Elles portent sur leur tête trays garnis de nourriture bon marché, morue, macadam, chelou, accra. Alors, les lavandières s'arrêtent de battre le linge et, les pieds dans l'eau, le derrière bien calé sur une pierre, toujours riant et bavardant, elles dégustent un morceau de papier gras ou sur une feuille de résigné la ration qu'elles ont achetée pour quelques sous. Et puis, après s'être aspergé la tête, les bras, le buste, toutes dégoulinantes d'eau, comme toi, Rachel, elles se remettent au travail jusqu'à la fin de l'après-midi. Alors qu'elles collectent leur linge, le nouent en ballot qu'elles placent sur leur tête,
elles repartent, la robe mouillée retenue sur les hanches par un madras bien serré. Et leur démarche royale, leur pas souple habitué au flux de la rivière, personne ne peut l'oublier. Tu ne connais pas ces images, Rachel, mais tu les oublieras plus, et ainsi tu seras ma sœur, la fille de Marie et d'Agénor, la fille de Socrate et de Victoire, car tu auras vaincu la folie et la mort. Toi et moi, nous serons baptisés aux mêmes sources, de la même eau lustrale. De l'eau? Encore de l'eau? Je vais te raconter. Te raconter les fougères arborescentes et l'arbre des voyageurs et les lianes géantes de la forêt, le morne Parnasse, les grandes colonnades de palmiers et d'angelins qui s'envoûtent à plus de 200 mètres au-dessus du chemin qui longe la rivière à partir de la cascade, l'allée des duels. Rien, on n'entend rien, aucun son, aucune voix humaine, aucune plainte. Rien que la course de la rivière qui saute les rochers volcaniques, rien que le fourmillement des lézards, des crapauds, des petites grenouilles d'arbres. C'est l'univers d'amour et de haine d'Agénor. La bête la plus petite, l'animal le plus fragile est imprégné de son eau et de sa force, grâce auquel il survit. Rien, on ne voit rien, pas un visage d'homme, mais seulement le travail de l'homme partout rongé et dévoré par la nature si forte. Mais l'homme, lui aussi, est fort. On a presque peur, Rachel, mais c'est comme une bonne peur, celle des choses grandes et simples. On a peur de la mort, Rachel, mais c'est bien, il faut avoir peur de la mort, c'est le début de la vie vers la lumière. Le visage de Rachel n'a pas bougé et pourtant je sais qu'elle sourit. Ses pupilles sont plus claires et l'eau s'est tarie au coin de ses lèvres et sur ses tempes. C'est l'eau de la Roxelane qui a tout emporté et tout purifié. Mes paroles ont fait défiler dans ses yeux les images que j'avais dans les miens. Le miroir de ses iris clairs s'est abreuvé au miroir de mes iris sombres. Et dans l'obscurité du wagon, dans le murmure imperceptible de ma voix, je sais que Rachel a vu, elle aussi, défiler ces images pourtant si étranges à sa mémoire. Dans ce train noir et nauséabond, mon pays de lumière, de couleurs, de parfums, d'un courant d'air, mon pays est devenu la patrie de tous, car tous ont besoin de lui. Des couleurs, encore des couleurs qui sentent bon. Rachel est-elle malade au sens médical du terme? N'est-elle pas plutôt la victime lentement digérée de cette sale chenille grise qui continue de se traîner avec dans son boyau monstrueux des morts, des blessés, des odeurs infectes et putrides qu'elle emprisonne dans des cocons inertes et mortels? Chacun se soulage comme il peut. Comment faire autrement? Les plus pudiques se laissent aller. Mes enfants se sont retenus longtemps et puis ils ont dû céder comme moi, comme tout le monde ici. D'ailleurs, maintenant, nous sommes au-delà de la honte. Le vrai problème, c'est l'hygiène. Nous vivons dans l'urine et dans l'excrément. Il devient de plus en plus difficile de respirer. Rachel, je vais te raconter des odeurs et des couleurs. Je me dis qu'il est bien étrange, l'être humain qui se nourrit, qui se guérit d'images si lointaines et qui meurt autant de sa dignité bafouée que son corps torturé. Image lointaine de mon Saint-Pierre, gai, chamarré avec son carnaval, ses hommes et ses femmes aux grandes robes, aux couleurs vives, le fourmillement des madras et des marchandises multicolores étendues à même le sol sous les tamariniers de la place Bertin. Ces femmes ont-elles jamais imaginé offrir du rêve un jour à quelques passagers misérables digérés par une sale chenille grise? Il est avec moi dans ce rêve de couleurs, niqués et désirés aussi, je le sais, ils ne me quittent pas des yeux. Ils boivent à mon regard chaque fois que je me retourne vers eux. Ils savent, ils connaissent mes histoires et mes sortilèges. Ils connaissent les images colorées que je fais défiler devant eux pour les guérir d'une fièvre ou pour les consoler d'un cauchemar. Mais ils ne connaissent pas encore Agénor, qui vient d'éclore pour m'aider à sauver Rachel. S'ils pouvaient entendre le bourdonnement assourdissant des cris et des conversations en créole, les mélopées hurlées des marchandes de cacahuètes ou de loquios, des cris, des appels,
des rires, les bruits de la vie, non pas les trompettes éraillées faussées de la mort. C'est le chant d'un petit morceau de France à l'autre bout de l'océan, une terre où le soleil est si fort qu'il peut éclairer les entrailles d'une vilaine chenille stérile de papillons. Elle va mieux, elle n'a plus de fièvre. La mère de Rachel me tire de mon rêve éveillé. Elle a posé sa main sur le front de la jeune fille, puis a sorti un peigne. Elle remet le cheveu de sa fille en ordre. Pour quelle cérémonie? Celle de la vie retrouvée auprès de mon peuple gai et insouciant? Là-bas, on aimerait sa chevelure lourde, noire, ondulée. La jeune fille s'est redressée et j'ai desserré mon étreinte sur ce corps qui allait mourir et qui va vivre. Est-ce moi qui ai fait ce miracle? Est-ce la force qui émane de ma peau noire ou celle de ma mémoire de toutes les couleurs? Non, je sais. Moi, qui ai arraché la jeune fille à la mort, c'est Agénor. Agénor dont je sens le nom monter en moi comme un champ d'action de grâce. Agénor nous a fait don d'une vie, une vie dans ce wagon, parce qu'une voix dans ce wagon, la mienne, sait maintenant l'appeler par son nom. Je sens au fond de moi une sorte de jubilation. Agénor est le maître de la vie, mais du haut de sa puissance, il veut bien répondre à ma voix, parce que ma voix, elle aussi, est puissante. Que puis-je craindre désormais pour moi et pour mes deux petits et pour tous ceux que je voudrais et qui se voudront miens? J'ai regagné ma place près des corchots, un peu trop de mes deux enfants. Leur pouls est lent et ils respirent la bouche ouverte. Ils ne me demandent rien, ils savent que je n'ai plus rien à donner. Les provisions sont épuisées, la tasse dehors continue de sonner le vide au rythme des essieux. Derrière nous, des rails, devant nous, des rails. Seuls les rails connaissent notre destination. Désiré, Nicaise et moi n'avons plus à partager que le contact de notre peau et nous nous endormons. Lorsque j'ouvre à nouveau les yeux, un rayon de soleil oblique surnois balaie notre wagon. Depuis la lucarne, il dévoile un tableau hallucinant. Nous ressemblons tous à des cadavres. J'ai secoué Désiré, je secoue Nicaise dont les allaitements m'inquiètent. Nicaise, Nicaise, réveille-toi. Viens, nous allons respirer un peu. Je suis déjà debout, mal assurée sur mes jambes, et je la prends dans mes bras un peu trop facilement. Nicaise est si légère ce matin. Je dois enjamber les genoux de Suzanne. Sa main se noue autour de ma cheville, le temps d'affermir mon pas. Nicaise et moi restons à haleter sous la lucarne. Nous ne voyons qu'un mince rectangle de ciel presque blanc. L'air est vivifiant. Les trépadations nous font vaciller. Si nous tombons sur nos voisins, nous allons nous faire massacrer. Mes mollets me font mal. Ils sont tendus, contractés pour nous empêcher de nous écrouler. Nicaise s'accroche des mains à la paroi pour se stabiliser, pour se faire plus légère. Ça va, maman, ça va mieux. On peut aller se rasseoir. Depuis quand sommes-nous ici? Je suis incapable de le dire. Depuis toujours peut-être. Personne ne bouge plus, les yeux sont clos, les visages sont livides. Combien de cœurs morts, combien de corps morts, combien d'espoirs morts dans ce wagon, et dans le précédent, et dans le suivant. Et lorsque le nez de la grosse chenille ira buter au bout des rails, combien d'entre nous seront encore vivants de corps et d'esprit? Le silence est devenu terrible, le temps si flou semble ralentir encore son rythme, comme un cœur qui bat de plus en plus lentement. Comme l'avait fait le premier train que nous avions pris, il y a si longtemps. Quelqu'un, dans un souffle, semble reprendre contact avec la réalité. Le train ralentit, nous allons nous arrêter. Soudain, je suis pris d'une sorte de panique. Je m'étais réjoui de l'arrêt du premier train. J'avais eu tort. Le second nous amenait dans une horreur plus profonde. Un autre train nous attend-il pour nous amener où? Je n'arrive plus à imaginer qu'il puisse y avoir un pays, un paysage autour de nous. Les seules images vraies ne sont plus pour moi que celles qui me viennent de mon cœur, de mes reins, de mon cerveau, de ma mémoire, de mon rêve.
celle de mon pays. Et mes compagnons de route, que voient-ils défiler derrière leurs paupières closes? Qu'ont-ils emporté de leur vie d'avant? Où sont les poupées de Rachel, les diplômes du médecin, les livres de Suzanne? Chacun ne possède plus que la part la plus mystérieuse de sa vie, la vie elle-même. Que peut-on nous enlever de plus?